Et si je vous disais que les Compiègnois, appuyés par l'armée du roi, ont pris la Bastille à Compiègne? Dit comme ça, c'est une drôle d'idée. Et pourtant, assaillis de toutes parts, affamés, désemparés, ruinés, décimés, les Compiègnois ont bien failli disparaître, anéantis par 5 mois de guerre et de privation. Compiègne a vécu une de ces batailles dont le nom seul suffit à évoquer la victoire et la gloire. Il en a été ainsi pour Patay ou Orléans. Cependant, Compiègne ne retentit pas de cette émotion. De Compiègne pendant la guerre de Cent Ans, on ne retient que la capture de Jeanne d'Arc et on en fait une fin alors que ce n'était là que le commencement. Mais les témoignages et les études ont conservé le souvenir de cette glorieuse journée d'automne 1430. Voilà comment tout a commencé. Le 28 août 1429, Charles VII, nouvellement sacré, et Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, signent la trêve de Compiègne. Cet acte signé au château de Compiègne assure à Charles VII la suspension des attaques du duc de Bourgogne. En contrepartie, le duc réclame plusieurs cités pour unifier ses terres au nord et au sud-est de l'île de France, Compiègne en faisant partie. Mais les Compiègnois, peut-être convaincus de la puissance retrouvée par le roi de France dont l'armée est conduite par Jeanne d'Arc, refusent cet indigne projet. Ils se montrent alors plus royalistes que le roi et l'on préfère céder Pont-Sainte-Maxence à la place de Compiègne pour maintenir la trêve. Hélas, le duc n'est nullement satisfait et entend bien reconquérir Compiègne pour emprunter une route plus directe. Pendant 15 ans, entre 1414 et 1429, la cité la plus fidèle au roi et au royaume a changé déjà 8 fois de seigneur, tantôt aux mains du roi de France, du roi d'Angleterre ou du duc de Bourgogne. Les Compiègnois consacrent l'hiver à la restauration des défenses de la ville et à la production d'armes de guerre, poudre à canon, flèches, arcs. Le 27 mars 1430, le duc de Bourgogne rassemble ses troupes dans le nord de Compiègne. Soissons a déjà ouvert ses portes, choisit place forte en amont de Compiègne et sa dernière défense est attaquée. Cette menace pesante arrive aux oreilles de Jeanne d'Arc qui, n'y tenant plus, vient au secours de ces gens qui tiennent tête aux Anglais. Choisy est assiégé du 7 au 16 mai, les derniers défenseurs regagnent Compiègne. Le 13 mai 1430, Jeanne d'Arc vient pour la seconde fois à Compiègne, car les armées anglaises et bourguignonnes menacent la région compiègnoise. Elle loge cette nuit-là dans la rue de l'Étoile, en face de la prison royale, l'actuelle halle du grenier à sel. Elle veut ainsi, et contre la volonté du roi, recenser les forces en présence. Comprenant que la ville n'a que trop peu de moyens en armement et en hommes pour repousser l'ennemi, il l'assiégera sûrement et Compiègne tombera avec le temps. Elle repart par-delà la forêt de Compiègne, appelée forêt de Cuise à l'époque, en quête d'hommes vaillants en armes qu'elle espérait nombreux à son appel. Elle quitte Crépy-en-Valois dans la nuit du 22 au 23 avec, selon le nombre le plus couramment admis, 300 soldats. Une armée bien fébrile pour affronter les milliers d'Anglo-bourguignons qui se massent de l'autre côté de l'Oise. Au point que beaucoup lui ont conseillé avant son départ de ne pas aller au front à Compiègne. Ce à quoi elle répond « Par Montmartin, nous suîmes assez, je irai voir mes bons amis de Compiègne ». À Compiègne, l'armée adverse prend ses quartiers dans les villages voisins. Les Anglais à Venette, les Bourguignons à Marny et à Clairoy, où le comte de Luxembourg installe ses quartiers. Tout juste arrivé dans la ville, Jeanne décide de tenter une sortie l'après-midi en attaquant en priorité le camp le plus proche, celui des Bourguignons en face du pont. Vers 17h, elle traverse le pont, le boulevard, et engage le combat qui, pour un instant, est à son avantage. Peut-être la légende de Jeanne effraie les uns et galvanise les autres. Mais Jean de Luxembourg, commandant de la place de Clairoy, observe Compiègne et la plaine de Marny depuis le plateau. Il a aperçu la sortie de la ville d'une troupe armée et a fait ameuter son camp et celui des Anglais qui se jettent bientôt dans la bataille. Des archers compiègnois sont placés en renfort derrière un fossé pour couvrir la petite troupe d'un éventuel assaut anglais. Mais les soldats de Jeanne, se voyant pris à revers, rompent les rangs et commencent à regagner le pont. Jeanne, n'écoutant que son courage, reste en première ligne et lorsqu'elle comprend le repli des siens, il est trop tard pour battre en retraite avec sûreté. Avant qu'elle n'atteigne le pont, Guillaume de Flavy, capitaine de la ville, en a déjà fait refermer les portes, les Anglais en étant trop proches. Jeanne continue à se défendre, mais jetée au sol par un bourguignon, on la capture et on l'emmène dans le château qui était sur les coteaux de Marny. Après la capture de Jeanne, les Compiègnois désemparés se résolvent à se défendre seuls.
Alors le conflit s'installe durablement devant Compiègne, les techniques de siège refermant le piège à grand renfort de tranchées et de bastilles. Une première bastille à une centaine de mètres face au boulevard est construite. Le 19 juillet, les Bourguignons prennent possession du boulevard du Pont Saint-Louis. Dans la foulée, ils lancent un pont flottant sur des bateaux au niveau du faubourg Saint-Germain. Ils construisent aussi 2 bastilles supplémentaires dans la plaine de Marny, une face à la porte d'Ardoise, en bas de la rue Hippolyte-Bautier, une autre face à la tour des Osiers, presque au bout du cours Guilmer. Les Anglais restent à Venette, tandis que les Bourguignons investissent la rive gauche. Le camp principal de Jean de Luxembourg se situe désormais dans l'abbaye de Royalieu. Il fait construire à une centaine de mètres de la porte de Pierrefonds une grande bastille, non loin de la maladrerie Saint-Lazare. Elle prend alors le nom de Bastille Saint-Lazare ou Saint-Ladre. Les Bourguignons contrôlent ainsi toute la plaine de Compiègne, c'est-à-dire les quartiers actuels de Mercières, Royalieu, La Victoire, le Clos des Roses, Saint-Germain, les Sablons et les Avenues. La seule zone qui échappe un peu à leur emprise est l'actuel quartier de Bellicard. Les mois passent, la ville continue la résistance dans la plus grande précarité, faute de possibilités de ravitaillement, sans le moindre signe de soutien ni de secours de la part de Charles VII. Seuls des renforts en plusieurs vagues de quelques dizaines d'hommes parviennent à remonter le moral des Compiègnois et compenser les pertes dues à la famine, aux tentatives de sortie, les diverses attaques et les bombardements. Les Anglais et les Bourguignons tiennent Noyon, Soissons, Verberie. Seules des cités comme Crépy-en-Valois et Pierrefonds parviennent à résister. En octobre, constatant que Compiègne, totalement isolée et sur le point de céder, Charles VII se résout à la délivrer. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, et Jean de Brosse, seigneur de Boussac, tous deux lieutenants de Charles VII, rassemblent 2000 hommes à Senlis. Vendôme et Boussac marchent le mardi 24 octobre vers Verberie qu'ils atteignent le soir. Pendant ce temps, les paysans de Verberie et des alentours réparent les routes menant vers Compiègne qu'ils avaient sapées un mois plus tôt, contraints par les coalisés. Chemin faisant, les rangs sont grossis par l'appui d'individus locaux, improvisés en guerriers avides de reconquête et de liberté. Le mercredi 25 octobre, au petit matin, les Anglais de Huntington et d'Arundel traversent l'Oise par le pont de bois et rejoignent les Bourguignons de Royalieu. Ils viennent tous à pied dans la plaine à la rencontre de l'armée de renfort. C'est alors que le gros des troupes sort lentement de la forêt au son des trompettes, se place en ordre de bataille, puis se fige. La douleur des stratégies inefficaces à Azincourt, Poitiers ou Crécy semble avoir enfin donné sa leçon. L'armée du roi, composée principalement de cavaliers, reste sur place plutôt que de se jeter corps et âme dans la bataille, malgré les tentatives d'attaque et les appels de l'ennemi. Cette technique force les Anglo-Bourguignons à venir à eux, les éloignant de leur campement. Pendant ce temps, un convoi de ravitaillement qui a traversé la forêt par l'est court sur la route de Soissons et entre en ville par la porte-chapelle. Tant de surprise et d'espoir encouragent les Compiègnois à libérer eux-mêmes la ville en donnant leurs ultimes forces. Peut-être portés par le souvenir de la capture de Jeanne d'Arc, portés par la faim et la colère de tant de souffrances, ils entreprennent de se rendre maîtres de la Bastille Saint-Ladre, pourtant forte d'une garnison de 400 hommes lourdement armés, à une centaine de mètres de la porte de Pierrefonds. Ils sont repoussés 2 fois de suite, puis à bout de force, ils se réorganisent. Guillaume de Flavy prend la tête de cette garnison improvisée. Il décide de se lancer à l'assaut une 3e fois, celle de la dernière chance. À ce moment surgit un groupe de 300 cavaliers venus par la route de Crépy, mené par Pothon de Xaintrailles, un des fidèles de Jeanne d'Arc. Il ne faut dès lors que peu de temps pour voir la Bastille succomber à cet assaut. Il y a 160 Bourguignons abattus et de nombreux prisonniers, dont le capitaine de la Bastille, Jacques de Brimeux. Ils devront payer une lourde rançon pour recouvrer la liberté. Entraînés par cette première victoire, d'autres Compiègnois traversent l'Oise, prennent la Bastille la plus en amont, celle aux mains de Canard qui est le seul épargné pour la rançon. Ce massacre décourage les occupants de la 2e, celle de Folleville, qui s'enfuient à Venette. Face à la solidité de la suivante, à la fatigue d'une journée épuisante et au jour qui se couche, les Compiègnois se retirent derrière les remparts de la ville. Les Anglo-Bourguignons, restés face aux cavaliers à la lisière de la forêt, finissent par repartir dans leurs retranchements respectifs à Venette et à Royalieu, déçus. Le comte de Luxembourg, depuis l'abbaye de Royalieu, apprenant le départ des Anglais et la chute de 3 de ses bastilles, décide de suivre ses alliés pour minimiser les pertes et sécuriser les territoires plus au nord. Il traverse l'Oise sur le pont provisoire de Saint-Germain
et s'assure de sa retraite auprès de Noyelles dans la puissante Bastille qui doit retenir le plus possible l'armée du roi pour garantir la retraite de son maître. Après une nuit de fête et de ripailles derrière les remparts de Compiègne, le jour se lève sur la plaine de Marny. Les derniers Bourguignons ont franchi l'Oise sur leur pont. Celui-ci est aussitôt détruit dans le vacarme des haches et des injures par les Compiègnois à la vue de l'armée défaite. Depuis son bombardement sur la dernière Bastille en face du pont Saint-Louis, en raison de la volonté de Baudot de Noyelles, qui s'enfuit à son tour après avoir brûlé sa forteresse. Il prend alors la route de Noyon et rejoint le gros de l'armée anglo-bourguignonne vers Pont-l'Évêque. Le soleil se couche ce jeudi 26 octobre 1430 sur la ville de Compiègne et sa campagne libérée du joug anglo-bourguignon, mais la région tout entière est à rebâtir, et les 2/3 des Compiègnois ont disparu. Il ne reste que 400 foyers sur les 1200 d'origine. À Venette et à Marny, il y en avait 100, il n'en reste plus que 15. Plus de 550 maisons de Compiègne et des faubourgs sont détruites. Ce n'est que plusieurs décennies après ces drames et cette victoire que l'économie et la population compiègnoise retrouvent leur stabilité. Le récit du siège nous prouve aussi que, contrairement à ce que racontent les légendes, la plus célèbre héroïne de la guerre de Cent Ans n'a jamais été prisonnière de la tour Jeanne d'Arc, puisque Compiègne a résisté au siège et n'a pas pu logiquement la retenir captive. De même, Guillaume de Flavie ne l'a pas trahi non plus, car il était dans son intérêt de rassembler toutes les forces en présence pour résister aux Anglo-Bourguignons et les repousser. Et il a tenu la ville jusqu'au bout alors que l'ennemi tenait beaucoup à investir la cité.